Era a Milano, quindi io spero che l'annuncio anche ai giornali sia stato mandato, domani sera a Milano, e poi ciascun giorno, vediamo quando, quindi una serie di conversazioni intorno all'arte, il teatro, lo spettacolo, la letteratura in Cina e nei paesi occidentali, anzi magari con questo confronto fra la Cina e i paesi occidentali. Ma diciamo che all'inizio noi ascoltiamo quello che ci dice, anche perché ha preparato un testo, vedo che è scritto, e poi man mano dopo porremo dei quesiti anche intorno alle curiosità che noi possiamo avere e anche intorno all'ignoranza che sicuramente abbiamo intorno alla Cina. Ci siamo occupati per moltissimi anni e molto intensamente del Giappone, ma è chiaro che adesso ci interessiamo in modo specifico anche alla Cina. In questo progetto Marco Polo, non so se Cristina Prodiangeli ne ha parlato, ne parleremo poi. Ecco. Ne parla in francese, quindi chi volesse seguire in italiano può seguire. Bonjour mesdames, messieurs, je viens de la Chine et je vais vous parler un peu sur l'histoire du théâtre traditionnel chinois et son développement, et j'espère que ça vous intéresse. D'abord, je vais vous parler un peu sur le théâtre chinois. Il occupe une place très importante dans la culture chinoise. Et il a aussi une histoire très très longue. Ici, je parle d'abord sur l'histoire du théâtre traditionnel chinois, dont le caractère est très stylisé. On peut dire que c'est un art total. J'utilise ici l'expression d'art scénique total, parce que dans le théâtre traditionnel chinois, il comprend le chant, les répliques en vers et en prose, et que le jeu scénique est composé du pantomime, de danse, d'acrobatie et de toutes sortes de combats avec des armes anciennes. Ça, c'est une grande différence avec l'opéra européen, parce que l'opéra européen, c'est seulement le chant et la musique qui comptent. Les répliques sont très peu et en chantant, mais en Chine, les répliques, ce n'est pas chanté et c'est parler avec une façon très pleine de grâce et aussi très différente que la parole on parle généralement dans la vie. Si on le compare, ce théâtre traditionnel chinois au théâtre occidental, c'est un tout autre système de présentation et de jeu scénique. Dans le théâtre traditionnel chinois, les conceptions du temps et la conception de l'espace sont aussi ils ont aussi leur tradition exceptionnelle. C'est tout à fait différente de celle du théâtre occidental. Ainsi, pour connaître l'ensemble du théâtre traditionnel chinois, il faut d'abord commencer par parler de sa littérature dramatique, de sa musique théâtrale, de son jeu de combat et du jeu scénique axé sur la pantomime et la danse, avant d'aborder sa formation et son développement jusqu'à l'opéra de Pékin, considéré comme le sommet de ce développement. Maintenant, je parle un peu sur l'histoire du théâtre traditionnel chinois. À peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, en Chine, comme dans toutes les sociétés primitives ou sociétés communistes originales, il existait le chant et la danse. Comme la tradition chinoise respecte et observe le culte aux ancêtres, on sait, d'après les inscriptions sur les livres de bambou, je sais peut-être que vous connaissez, parce que dans l'ancienne Chine, les caractères sont gravés sur des morceaux de bambou. Et après, se sont liés, ça veut dire les livres de bambou.
ou sur les caractères chinois gravés sur les ustensiles de bronze à l'âge de bronze. Qu'à cette époque-là, on dansait et on chantait énormément pour célébrer le culte aux ancêtres et pour demander au ciel de protéger la fécondité, la moisson riche et abondante. Pendant la dynastie Zhou, qui a duré plus de 800 ans, c'était à peu près le 1134 jusqu'à 221 avant l'ère Jésus-Christ, on s'aperçoit à travers les écrits de Shi Jing. Shi Jing, c'est un livre de poèmes. C'est un livre de poèmes. C'est un livre de recueil des poésies et des couplets de chansons. Est aussi à la période des royaumes combattants, c'est entre 770 à 221 avant Jésus-Christ, dans les écrits de Chu Ci. Chu Ci, c'est un livre de poèmes du royaume Chu, avec le grand poète qui s'appelle Qu Yuan. Que la forme de la danse et du chant s'affirme de plus en plus pour ressembler de plus en plus à des ballades et à des danses folkloriques. Parmi les autres écrits historiques ou littéraires des royaumes combattants, on sait aussi qu'il existait déjà à ce moment, dans plusieurs royaumes, un personnage surnommé Yo. C'est la musique de l'opéra de Kun, qui est considéré Yo, le personnage surnommé Yo. Ça va comme ça pour vous emmener dans ce monde du théâtre traditionnel chinois, dans la musique. C'est-à-dire dans les royaumes combattants, on sait aussi qu'il commence à exister dans plusieurs royaumes, un personnage surnommé Yo, Y-O, qui est considéré comme un serviteur du rang très bas du roi, mais qui a le droit de critiquer les mauvais actes accomplis par le roi devant lui-même en faisant des mimes. Le Yo, c'est un acteur qui joue et parle sur scène. Et généralement, il est toujours accompagné par un autre acteur, et l'autre acteur, lui, il ne joue pas. Il converse seulement avec le Yo, et c'est toujours lui que le Yo critique. Il est le personnage qui est critiqué. On peut considérer ainsi le Yo comme la naissance du premier acteur du théâtre, qui mime et qui parle sur scène. Entre le 206 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 de notre ère, sous le règne de la dynastie Han, qui est une dynastie très importante dans l'histoire de la Chine s'était beaucoup développée et avait considérablement prospéré pendant ces 400 ans. C'est aussi en Italie le moment du règne de l'Empire des Romains. Alors c'est même à ce moment-là, nous commençons à avoir des contacts entre ces deux grands royaumes, ou bien ces deux grands empires. Dans le domaine de la culture, de merveilleux poèmes qu'on appelait Han Yue Fu. Han, c'est le nom de la dynastie. Yue Fu, ça veut dire la musique, nous étaient laissés. Tous ces musiques ou bien ces poèmes, ils pouvaient tous être chantés. Le théâtre aussi
avait beaucoup évolué. La preuve, c'est que le drame qui s'appelle le drame Diao Di a paru ce moment. Jusqu'à maintenant, il existe encore des fragments du drame Diao Di. Une était écrite qui avait le nom Yu Long Pei. Il était même cité dans les écrits historiques qui existent jusqu'à maintenant. Yu Long Pei, c'est l'histoire qui raconte le mariage du poisson avec le dragon. C'était une histoire de fées et de dieux qui marquait nettement l'événement du jeu d'acrobatie dans le théâtre. Et c'est justement sous la dynastie Han, à l'époque de la route de soie, que l'Orient et l'Occident, la Chine et l'Empire romain établissent des échanges commerciaux par l'intermédiaire des pays du Proche-Orient. Aussi, à ce moment-là, la Chine avait eu beaucoup de contacts avec les pays d'Asie centrale, comme la Perse et les autres pays, parce que tous ces pays avaient eu leur nom antique. Et la façon de dire en chinois est autre que la façon de dire en langue européenne. La danse et le chant de ces pays étaient aussi assez répandus en Chine. Ils étaient acceptés et accueillis dans le jeu scénique chinois. Le drame Diao Di, qui est descendant ou fini du développement des rites des ancêtres, s'oriente de plus en plus dans son jeu scénique vers l'acrobatie et le combat des armes. On peut aussi souvent voir encore sur les estampes de briques gravées découvertes dans les fouilles des tombeaux des Han les différents jeux scéniques très acrobatiques. Par exemple, à Xi'an. Xi'an, c'est la ville où on avait découvert la site des guerriers et des chevaux, la tombe de Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin. Là-bas, il y a beaucoup de fouilles des tombeaux anciens. On découvre souvent des briques où on voit la façon de faire le Diao Di. Après la dynastie Han, dans l'histoire de la Chine, il y a encore la dynastie Sui. À ce moment-là, c'est toujours le moment où on a beaucoup de contacts par le Proche-Orient, avec l'Orient. Alors, la dynastie Tang, c'est-à-dire entre 78 jusqu'à 907, c'était aussi une des dynasties les plus importantes dans le développement de l'histoire de Chine. C'était une dynastie très prospérée. La Chine avait fait énormément de relations avec les autres pays asiatiques, par exemple avec les Indes et le Japon. À ce moment-là, le bouddhisme est très répandu en Chine par les Indes, et de la Chine, le bouddhisme est répandu au Japon. C'est d'après la dynastie Sui et la dynastie Tang. La culture était aussi très prospère. La danse, la musique, la peinture, la sculpture, les fresques, la poésie et la prose dans le domaine littéraire ont tous connu un développement très profond, très libre et très vaste. C'était une dynastie où la culture a fait des progrès spectaculaires dans tous les domaines. C'est justement sous cette dynastie que je venais de dire, le bouddhisme originaire des Indes était très répandu en Chine. Les histoires, les contes qui ont un rapport avec le bouddhisme étaient connus du peuple chinois. C'est aussi depuis le Sui et Tang, depuis ces deux dynasties, en Chine, on construit beaucoup de temples bouddhistes. Et aux cérémonies des rites bouddhistes, la façon dont les bonzes chantaient les écrits bouddhistes avait beaucoup influencé l'art de chanter et de conter.
il existait une sorte de bienven. C'est l'art de chanter et compter par les bonzes. Au début de la dynastie Tang, sa forme et son contenu ont beaucoup influencé les sujets ou les thèmes de l'art dramatique. On s'en aperçoit surtout dans les sujets traités par le théâtre traditionnel dans les siècles suivants. Et le drame Canjun Si, le drame Canjun, est justement le nom même du théâtre traditionnel de la dynastie Tang. Dans le drame Canjun, qui est alors très répandu, il y avait toujours 2 acteurs sur scène, comme nous venons de le dire, en parlant du théâtre des royaumes combattants. De ces 2 acteurs, celui qui critiquait, se moquait et disait sans cesse des satires s'appelait toujours Yo, comme dans les Han. Mais l'autre acteur, qui était la cible des critiques ou des satires, il a aussi un nom. Il s'appelait à ce moment-là Canjun, mais son rôle a beaucoup évolué. Il commence aussi à avoir des répliques à faire et des jeux scéniques à exécuter. C'est justement la relation, le va-et-vient entre le Yo et le Canjun qui se sont beaucoup modifiés. Ils ont permis au théâtre de se former progressivement et de donner une nouvelle ampleur aux personnages. Sous la dynastie des Song, c'est 960 au 1279. Le sommet de la littérature était le Songci. C'était une sorte de poème qui sont écrits des vers aux caractères inégaux dans chaque phrase. Ce ne sont pas des vers égaux, mais inégaux dans chaque phrase, et qui étaient tout à fait chantants. Chaque tsu, composé avec des vers aux caractères inégaux, devait respecter le code de formation strict dont on le nommait comme tsu pai. Ces différentes tsu pai décident la forme de différentes façons d'écrire les tsu. Le théâtre aussi a connu un développement très important. Entre les 11 et 13e siècles, des troupes de théâtre professionnels sont apparues. D'après les textes qui nous restent, les troupes théâtrales étaient composées de 5 comédiens. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle le patron, un autre qui est équivalent du metteur en scène, encore un autre dont le rôle est de critiquer les autres, et naturellement, le 4e est celui qui est critiqué et qui est aussi un peu comique, un peu clownesque, et le dernier des 5 est celui qui a le rôle de fonctionnaire. Ce genre du théâtre de la dynastie Song s'appelait Zaju, le Song Zaju. Sous cette dynastie, la Chine était temporairement divisée en 2 empires antagonistes qui combattaient sans cesse entre eux. Le théâtre de l'Empire du Nord s'appelait Jin Yuanben. Il existe même des pièces écrites de cette époque diffusées de nos jours. La façon de jouer dans l'Empire Song, qui siégeait dans le sud de la Chine, s'appelait Nanxi. Et le Nanxi, il garde même maintenant dans la province Fujian de la Chine, qui est au bord du mer de la Chine. Ça garde même dans sa façon, dans une de ces théâtres locaux qui s'appelle Li Yuanxi, qui est venu de jouer ce janvier à Pékin. Il garde encore des traces très nettes du théâtre de Nanxi. C'est-à-dire les joueurs sur scène, ils ont encore sur scène des gestes comme des marionnettes, c'est-à-dire ils bougent tous de la main gauche avec le pied
avec le pied gauche, la main droite avec le pied droit. Alors, et il chante encore les mélodies de la dynastie Song, c'est-à-dire on l'appelle comme quelque chose de dynastie Song qui existe encore en Chine. Généralement, on estime que c'est du passage du XIIe au XIIIe siècle que la forme du théâtre chinois devient complète. Par exemple, dans les pièces écrites de Jin Yuanben qu'on peut lire aujourd'hui, on voit que le thème de la pièce est déjà très bien exploité et que la pièce est bien structurée. Depuis la dynastie Song jusqu'à la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing, les pièces écrites qui sont répandues jusqu'à nos jours ou citées dans les écrits s'élèvent à plus de 4000. C'est-à-dire les pièces qui restent jusqu'à nos jours sont plus de 4000. C'est du Xe siècle au XVIIe siècle. Grâce à ces pièces du théâtre jouées dans toute la Chine, le théâtre devient l'art très populaire. C'est un théâtre où entre à la fois le chant, le poème, car l'écriture des pièces est toujours très littéraire, très recherchée, très raffinée, de même que la plupart des textes chantés sont des poèmes très connus, écrits par de célèbres écrivains et auteurs du théâtre, et aussi en même temps la danse, le pantomime, l'acrobatie ou le combat d'armes existe. C'est un théâtre total. Tout cela sont présentés en même temps sur scène. C'est-à-dire que dans le théâtre traditionnel chinois, le chant ou la musique joue toujours un rôle aussi important que la littérature dramatique. Entre le Xe au XIIIe siècle, la façon de chanter en jouant en même temps du théâtre sur scène, qui était alors très à la mode et très répandue, consistait à suivre un ton de gamme en chantant toutes les mélodies. C'est-à-dire c'est sur un ton de gamme. Toutes les mélodies consistaient sur cela. Et quand on a fini de les chanter, on change de ton de gamme tout en chantant des mélodies correspondantes à ce gamme-là, à ce ton de gamme-là. Cette façon de chanter et de raconter des faits historiques ou des histoires d'amour s'appelait Zhu Gong Diao. Par contre, dans le sud du pays, le drame Nansong qu'on venait tout à l'heure de dire, il n'était pas limité par le ton de gamme. Du fait que parce qu'il n'est justement pas soumis à ce règlement, il se libère un peu de la musique et de ses contraintes très strictes et se développe rapidement. Ça va comme ça? Oui. Ça va? La dynastie Yuan, c'est 1279 à 1367. C'est la dynastie où le théâtre qui a pour nom le Yuanqu a beaucoup prospéré et évolué. La dynastie Yuan est la dynastie où la Chine était sous le règne très cruel des Mongols. Les Mongols sont maintenant une des minorités chinoises dans notre pays qui en compte environ une soixantaine. Naturellement, il y en a encore une partie qui c'est l'Empire, c'est-à-dire c'est la République des Mongols. Les intellectuels ont beaucoup souffert sous la domination des guerriers mongols. Ils étaient très opprimés. Parce que dans la dynastie des Mongols, les Mongols, ils ont classé le peuple chinois en 9 rangs, en 10 rangs. C'est-à-dire les intellectuels, ils ont perdu le rang social qu'ils avaient auparavant sous le règne des autres dynasties, dont le gouvernement impérial et féodal formait ses fonctionnaires parmi les intellectuels. Ils étaient véritablement méprisés par les guerriers mongols qui étaient des conquérants.
leur position sociale a totalement changé. Les Mongols qui classaient les gens en 10 rangs hiérarchiques, les intellectuels autrefois respectés, occupent maintenant un rang social même plus bas que les prostituées. Le 8e rang était celui des prostituées, le 9e rang celui des intellectuels, le dernier, le 10e, c'est le rang des mendiants. Ils avaient classé tout le peuple chinois en 10 rangs. Alors les intellectuels, qui sont si mal situés dans la hiérarchie sociale, ils ont beaucoup changé d'habitude précisément à cause de leur infériorité sociale. Ils se penchaient beaucoup plus vers le peuple. À ce moment-là, le peuple était très malheureux en Chine, parce que c'est sous le règne des Mongols. Ainsi, la Chine a eu son écrivain dramatique le plus célèbre qui s'appelle Guan Hanqing. Il est auteur d'une 60aine de pièces, dont 17 subsistent entièrement intactes jusqu'à nos jours et qui sont encore jouées. C'est sous la dynastie Yuan que le théâtre traditionnel chinois a connu son plus grand essor illustré par nombre d'auteurs célèbres. La forme de Yuanqu est déjà très évoluée et doit respecter ses règles. Le drame Yuanqu est composé généralement d'une prélude, suivie de 4 actes. C'est toujours du théâtre chanté. Et dans chaque acte, les chants doivent suivre le ton d'une certaine gamme. Et ils doivent être chantés par un seul acteur du commencement de la pièce jusqu'à la fin. Quant aux répliques des autres acteurs qui jouent dans la même pièce, on les appelle dialogues complémentaires. Dans les pièces où il y a plusieurs acteurs qui jouent du commencement à la fin, c'était toujours un seul acteur qui a le droit de chanter d'un bout à l'autre. C'est une caractéristique très particulière du drame de Yuanqu. L'autre aspect particulier et très remarquable était que le thème de Yuanqu est presque toujours tiré des contes historiques ou directement de l'histoire. La raison en est que les Mongols, qui ont le pouvoir en main, interdisaient aux auteurs de traiter de thèmes contemporains, car ils n'admettaient pas qu'il soit dit du mal sur eux. Quiconque prononçait des paroles quelconques qui leur déplaisaient ou qui les visaient, il était décapité ou banni ou exilé. Quand les auteurs voulaient exprimer leur mécontentement à l'égard de la tyrannie des Mongols, ils ne pouvaient que choisir des thèmes historiques pour y traduire leurs sentiments. C'est le cas, par exemple, du célèbre drame Yuanqu écrit par l'auteur Ji Junxiang, intitulé « La grande vengeance de l'orphelin de la famille Zhao », dont Voltaire il avait écrit une adaptation d'après la traduction française de cette pièce par un missionnaire. Il s'agit ici de sa célèbre pièce en vers « L'orphelin de la Chine ». Parce que la famille des empereurs de la dynastie Song, qui était renversée par les guerriers de Mongols, ont leur nom de famille, justement la famille Zhao. Leur nom de famille, c'est Zhao. Alors, et Ji Junxiang, dans sa pièce qu'il avait écrite, La grande vengeance de l'orphelin de la famille Zhao, il a aussi pris le nom de Zhao, mais il avait raconté une histoire sur une famille royale du royaume guerrier, c'est-à-dire de l'histoire au début de notre ère, pour parler tout ce qu'il a, c'est-à-dire que tous ses mécontentements sur le règne des Mongols. Au départ, c'était une pièce historique qui a emprunté les faits au royaume combattant,
c'est-à-dire à l'histoire de la Chine entre le 7e à 2e siècle avant Christ, mais en fait c'était un appel lancé aux empereurs de la dynastie Song, que la famille impériale portait le nom de famille Zhao, et l'auteur a exprimé dans son œuvre le désir que son peuple soit vengé des occupants mongols qui régnaient si cruellement sur la Chine. Dans le drame Yuan-Chu, quand on jouait sur scène, l'entrée et sortie des acteurs étaient déjà fixées de côté sur le plateau. Quand les acteurs devaient attendre leur tour de monter sur scène, ils étaient assis sur des chaises placées sur un autre plateau, à côté du plateau où se déroulait le jeu. C'est-à-dire, c'est les deux plateaux qui sont juste un à côté de l'autre. Et un fait très important à citer, c'est à ce moment-là qu'il y a déjà des actrices très connues qui interprétaient sur scène les rôles féminins. En même temps que le drame Yuan-Chu était très répandu dans toute la Chine, le drame du Sud, qui s'appelait le drame Nansong, le drame Nansong coexistait toujours, Nancy, et son caractère principal, c'est que si on le compare à la façon de chanter sur scène du Yuan-Chu, la façon de chanter du drame Nancy, descendant du drame Nansong, était très particulière. Ce n'étaient jamais des pièces chantées par un seul acteur comme le Yuan-Chu, mais tous les acteurs avaient leurs répliques et leurs textes chantants. C'était quelque chose que j'avais dit tout à l'heure, le Li Yuanxi de la province Fujian qui a gardé cette tradition de Nancy, même maintenant quand on le voit sur scène. Parce que justement, j'ai vu pour la première fois ce mois de janvier à Pékin. Ça va comme ça? Et le théâtre dit légende de Ming, en chinois ça veut dire Ming Chuan Qi, c'est de la... Comment ça se dit? Théâtre Ming Chuan Qi. Non, théâtre ça veut dire si. Si, c'est théâtre. Le Ming Chuan Qi. Théâtre, ça se dit si. Si. On joue une pièce, Yan Si. Yan, c'est jouer si. Yan Si, c'est jouer une pièce. Et Ming, c'est le nom du Ming, c'est le nom de dynastie. Oui, maintenant je parle sur le théâtre qui se dit le théâtre de la légende de Ming. Son nom chinois, c'est Ming Chuan Qi. C'est de la dynastie des Ming. Oui. La dynastie de Ming, c'est le 1368 jusqu'à 1644. Il a connu lui aussi une très grande prospérité. Le thème de la légende Ming était soit des histoires traditionnelles très répandues sur l'histoire de la Chine, ou sur des romans de légendes d'amour qui ont toujours un rapport avec les émotions, la tristesse, la joie, la séparation, et pour finir, les amoureux se retrouvent pour s'unir. La façon de chanter en montant le théâtre devient de plus en plus compliquée. Chaque région de la Chine voit évoluer ses mélodies de chant très typiques. Ce caractère original a aussi un certain rapport avec la tonalité du dialecte et les mélodies traditionnelles populaires de toutes les régions différentes. Parmi les instruments d'accompagnement, on remarque aussi le caractère très varié. Par exemple, au nord de la Chine, la musique du théâtre a pour accompagnement des instruments à vent et des instruments à cordes chinois. Au sud, on aime beaucoup ajouter la flûte chinoise, tandis qu'au nord,
on ne l'utilisait rarement dans l'accompagnement musical du théâtre. Ce que vous venez d'entendre ici, le théâtre Kun, c'est quelque chose qui est très dans la dynastie Ming, qui est formé dans la dynastie Ming. Cette façon de chanter. Mais dans la Chine tout entière, quand on joue quelque théâtre que ce soit, les instruments de percussion comme le tambour, la timbale, etc., ont toujours leur place très importante pour marquer le rythme. Parce que vous voyez, chaque façon de prononciation, chaque mot chanté par l'acteur ici est accompagné du rythme. Si vous entendez après. Le rythme. C'est comme ça. C'est tout à fait autre que la musique européenne. C'est très difficile pour vous de l'accepter même. Et dans la dynastie Ming, les différents tons les plus connus et répandus sont Haiyan Tong, Yu Yao Tong, Yi Yang Tong, Kun Shan Tong. Ça vient de Kun Shan Tong, ce chant-là. Cette façon, c'est l'opéra Kun. Ils deviennent les préférés du public. Parmi ces 4 tons qui viennent d'être cités, à la fin de la dynastie Ming, au XVIe à XVIIe siècle, le drame Kun, dont ce que nous entendons, qui viennent du Kun Shan Tong, se développe rapidement. Il devient le théâtre le plus répandu dans toute la Chine et de nombreux hommes de lettres célèbres ont écrit des pièces d'une importance considérable. Par exemple, les 4 formidables légendes de Tang Xianzu. Justement, maintenant, on est en train d'entendre une drame de Tang Xianzu, de la dynastie des Ming. C'est écrite au XVIIe siècle. Déjà très connu, Tang Xianzu, il était déjà très connu de son vivant, et de même que certaines comme la pagode de Piwan, c'est justement ça qu'on entend, et le rêve de Roi Hantan sont encore très joués sur scène même de nos jours. Sous la dynastie Qing, c'est 1644 à 1911, au début, le drame Kun était encore très vivant. Mais au fur et à mesure, comme les auteurs étaient à peu près tous des grands lettrés, ils se sont mis progressivement à apprécier que le style littéraire soit de plus en plus raffiné et recherché, de sorte que ça devient très difficile pour les acteurs de les apprendre et de les chanter, et trop précieux pour que le grand public, la plupart de ce moment illettré, puisse le comprendre. C'est ainsi que le théâtre est devenu de plus en plus difficile à être monté sur scène, qui s'est transformé en texte littéraire trop recherché, qu'on lisait plus qu'on ne jouait sur scène et qu'il a perdu petit à petit toute sa vitalité. En revanche, le Yiyang-tong, qui s'est formé aussi dans la dynastie Ming, venu de la province Jiangxi, a pris sa place. Une troupe théâtrale qui montait des pièces en Yiyang-tong est venue à Pékin, dans la capitale,
et il s'est mêlé un peu aux autres tons déjà cités tout à l'heure. C'est ainsi qu'au bout d'un certain temps d'évolution et de transformation, l'opéra de Pékin, qui a pour base musicale le Jingtong, le théâtre, Jing c'est Pékin, le ton de qui veut dire de Pékin, de capitale, a formé ses bases musicales. S'il vous plaît, on va entendre un peu le Jing, l'opéra de Pékin. C'est l'opéra de Pékin qui est maintenant l'opéra le plus répandu en Chine, le plus connu. Les troupes qui sont venues dans l'Europe, la plupart sont de cet opéra-là. L'opéra de Pékin qui a pour base musicale le Jingtong. Le Jing veut dire de Pékin, la capitale que je viens de parler. Il a formé ses bases musicales. Alors, comme les empereurs tels que Qianlong, l'empereur Qianlong qui a vécu au XVIIIe siècle, il était de grands admirateurs du théâtre. Le Jingtong a remplacé tous les autres tons, est devenu le plus raffiné, le mieux travaillé, recherché, et celui qui avait les nuances les plus riches. L'opéra de Pékin s'est donc formé au cours de ces 3 derniers siècles. Pour que tous les acteurs qui jouent de rôles importants sur scène, par exemple le vieux ou la vieille, le fonctionnaire ou diplomate, le maréchal ou général, le jeune premier ou la jeune première, le clown, le combattant ou les guerriers, le soi-disant valet ou suivant et la soi-disant soubrette ou suivante puissent chacun tirer le meilleur parti de son jeu scénique et de sa voix. Les extraits consacrés à certains rôles qu'on a tirés de telle ou telle pièce se transforment et s'enrichissent de telle sorte que l'acteur ou l'actrice puisse faire valoir le maximum de son talent dans le rôle qu'il ou qu'elle incarne. C'est justement pourquoi, lorsque une troupe de l'Opéra de Pékin vient de tourner en Europe, on présente souvent des extraits de la jeune fille qui ramasse le bracelet de jade, qui illustre le jeu scénique correspondant à la façon de jouer les soubrettes ou les jeunes demoiselles qu'on appelle en chinois hua tan. C'est quelque chose comme votre commedia dell'arte qui divisait en pantalon, en polichinelle, en tout cela. Mais aussi, c'est pas la même chose, mais qu'il y a quelque chose qui se rassemble. Ou bien l'eau envahit le mont Jin, qui déploie l'acrobatie et le combat des armes, ou la rivière d'automne, qui montre la danse du vieux batelier et de la jeune bonzesse très caractérisée. Chacun à sa manière exécutera. Tous ces extraits sont consacrés à certains rôles pour qu'ils puissent évoluer au sommet de leur art. Chant, danse, diction, acrobatie, combat des armes et jeux scéniques. Ainsi, des troupes célèbres se sont formées et parmi les acteurs célèbres,
chacun a sa façon de traiter le chant, de même que différentes écoles de chant ont apparu, et le grand public se réjouit beaucoup de tout cela parce que les Chinois adorent l'opéra de Pékin. Les Chinois sont nombreux à savoir chanter des paragraphes du texte et chacun suit l'école de chant de l'acteur qu'il préfère ou qu'il admire. Questa è circa la metà del testo. Domani proseguiamo e poniamo alcuni quesiti. Cominciamo domani a porre alcuni quesiti. Siccome domani è nell'insegnamento di video, quindi porremo anche qualche quesito su teatro e video, teatro e cinema. E poi, se per caso c'è il corrispettivo del mito di Edipo in Cina, come c'è il mito di Ajase in Giappone, se c'è un mito così. Allora intanto la ringraziamo e quindi domani sarà esattamente alle 21 in via Torino, quindi possiamo avvertire anche i giornalisti, no? Bene, allora grazie. Giorgio.